Parole de femme aujourd'hui avec une chef d'entreprise, Clémence Laroche, directrice générale de Jocatop. Bonjour Clémence. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va? Vous êtes à l'aise? À l'aise, je sais pas, mais ça va. Alors, vous nous recevez chez vous, tout au moins dans votre entreprise. Dans les locaux d'entreprise. Voilà, locaux de l'entreprise. Vous êtes directrice générale de Jocatop. Jocatop, c'est une entreprise sur l'édition, vous me reprenez si je me trompe, sur l'édition de logiciels et de fascicules pédagogiques. J'ai envie de dire à la fois innovant, avant-gardiste, dynamique. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelque part pour vous situer d'ores et déjà qui vous êtes et quelles est les actions de cette entreprise? Donc l'édition Jocatop va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Et effectivement, depuis 20 ans, nous développons des supports pédagogiques pour l'école primaire, donc maternelle et élémentaire. Lors de la création de l'entreprise en 1996, donc c'est mon père qui a créé l'entreprise, Bruno Laroche, en 1996, et son objectif était de développer des logiciels éducatifs pour l'école. Voilà, ça c'était posé dès le départ, c'était au début du numérique à l'école, c'était le premier plan numérique du ministère de l'Éducation nationale à l'époque. Enfin, ça suivait le premier plan, et rapidement, en parallèle avec la voie numérique, on a développé, moi j'ai travaillé avec mon père à partir de 1998, on a développé une gamme papier qui est aujourd'hui très large également. C'est-à-dire qu'on fait du numérique et du papier. Papier sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'il y a des jeux pédagogiques, des ensembles pédagogiques complets avec des posters, des cartes à jouer, évidemment les documents pour l'enseignant, des cahiers également. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, toutes les matières, on fait tout. Donc vous avez repris cette direction générale, on va dire, en 2011. En 2011. Donc c'est une transmission de père en fille. C'est ça, c'est ça. Ouais. Vous étiez lié avec justement les fascicules pédagogiques où vous avez appris... Moi, sur mon parcours avant Jocatop, donc, comme je vous l'ai dit, je suis rentrée dans l'entreprise en 1998. Et avant, j'ai fait une maîtrise de français langue étrangère à Grenoble. Et j'ai enseigné plusieurs années à l'étranger avant de revenir en France. Voilà, donc j'ai eu une expérience dans la pédagogie, dans la pratique, donc j'ai travaillé avec des adolescents et des adultes. Alors, voilà, donc c'est ça mon rapport à la pédagogie. C'est ce qui m'a permis vraiment de rentrer, de pouvoir m'approprier les produits, travailler en collaboration avec les auteurs. Voilà. J'ai déjà transmis du savoir. Voilà. Alors vous êtes maintenant à la direction de cette entreprise, ça fait 4 ans. Comment vous avez pris la succession justement de cette direction? Comment vous êtes-vous investi? Vous êtes aujourd'hui la directrice générale, donc vous menez votre bateau. Vous êtes la navigatrice de ce bateau. Comment vous êtes-vous implantée à travers le fait d'être une femme et à travers le fait de diriger une entreprise qui a 65 salariés. Donc c'est une petite grosse entreprise, on va dire. Voilà. Quelle ça s'est passé, première expérience de directrice? Ça s'est passé simplement. Enfin, c'est vraiment comme c'était dans la continuité. Je pense qu'une fois qu'on a les rênes, on ne se pose pas tellement de questions. Enfin, en tous les cas, moi, je ne m'en suis pas trop posée. Dans la mesure où il faut que ça tourne. Bon, le personnel de l'entreprise me connaissait quand même depuis de nombreuses années, donc j'avais déjà fait mes preuves, entre guillemets, sur la partie éditoriale. Et donc après, quand j'essaie de parce que votre question m'interpelle, donc j'essaie de me remémorer les premiers mois, le premier semestre. En fait, j'ai démarré par un contrôle URSSAF, donc ça a été... On est vite dans le bain. Vous êtes vite dans le bain, c'est ça. Voilà,
très rapidement. Donc, on ne voit pas le temps passer. Hein. Et puis, pour moi, chef d'entreprise, c'est avoir une vision à long terme. Donc, j'avais déjà en tête quand même... parce qu'il y a un long parcours sur l'entreprise. On a énormément évolué en 15 ans, 20 ans. Voilà, on a de nouveaux projets. C'était quelque chose à laquelle vous pensiez quand vous étiez employé ou... Non. Enfin, sur la reprise de l'entreprise, ça c'est... je ne me suis pas sentie prête tout de suite. Et le jour où ça s'est passé, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire que ce transfert aurait pu se faire avant, en fait. Il aurait pu se faire en 2008, 2009. Mais là, à ce moment-là, je n'étais pas prête. Et puis après... Un jour, j'ai dit à mon père, ok, j'y vais. Voilà, il y a eu, je ne sais pas quoi. Un déclic. Un déclic dans la tête et qui a fait... C'est lui qui vous a proposé ou c'est vous qui lui avez proposé cette idée de reprendre? Je ne sais plus exactement. Après, c'est dans le fil des conversations. Parce que comme moi, je pilotais la partie éditoriale, on travaillait vraiment tout le temps ensemble. Donc, c'était un binôme. Oui, voilà. Un binôme avec une parité. C'est ça. Comment on se sent prête? Comment on se sent prête quand on arrive à franchir le pas, à poser le pied. Enfin, vous voyez, c'est pas... C'est difficile. Je ne sais pas si on arrive à mettre des mots là-dessus. Qu'est-ce qui différencie la chef d'entreprise, les valeurs morale et physique pour être prête, être une chef d'entreprise et puis une employée? Ça n'a rien à voir. Il faut avoir les épaules solides et être prête à assumer ses responsabilités. En fait, c'est ça. C'est qu'à chaque fois qu'on va apporter une réponse à une question, ça va avoir une conséquence. Parce que on porte toujours la responsabilité de tous les actes, surtout dans une petite boîte. On est, donc, c'est ça la grande différence. C'est-à-dire que là, je réponds à peu près à 45 questions par jour. Vous êtes beaucoup sollicité automatiquement parce que 65, c'est encore très petit. Et donc, on n'a pas... y a pas 12, c'est moins 15 strates de délégués, on va dire. Non. Il y en a un petit peu, parce que moi, il y a un responsable commercial. Donc moi, je travaille avec mon frère qui est directeur commercial. Après, il y a la responsable administrative qui gère toute la partie administration et fabrication. Et une responsable éditoriale. Donc il y a quand même... je peux m'appuyer sur un triumvirat de confiance. Donc là, c'est très, très important. Et... donc, mais quand même, du fait de la structure, du petit nombre d'employés, c'est quand même moi qui suis partie prenante de toutes les décisions, quasiment. Alors vous dites que vous travaillez avec votre frère, oui. Donc qui est sans doute employé de cette société-là. Oui. Vous êtes la directrice. Est-ce que la relation frère-sœur, directrice-employée est difficile au sein de votre entreprise ou comment ça se vit? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre justement pour que ça se passe bien? Pour protéger à la fois ce côté famille et ce côté relationnel entreprise. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre chaque jour justement pour que ce bateau navigue sans grosses vagues, si on peut imaginer cela? Ce que je mets en œuvre, après je ne mets pas plus de choses en œuvre, je pense, avec mon frère qu'avec les autres, mais c'est de l'écoute. Peut-être que si des collaborateurs, employés voient la vidéo après, ils vont se dire, je sais pas, moi j'ai l'impression d'écouter dans tous les cas. Mais bon, ça c'est... oui, c'est un peu la base. L'écoute, donc à partir du moment où on écoute les gens, j'entends mon frère aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis quelqu'un d'assez simple, je ne me pose pas trop de questions. Vous êtes également présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise. En Vaucluse, oui. De Vaucluse. Ça évoque quoi pour vous? Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça évoque?
C'est surprenant, l'association Femmes Chefs d'entreprise, parce que c'est... je peux parler un petit peu de l'association, donc c'est une association nationale. Et c'est toujours les moments de rencontre, donc on a une réunion mensuelle, des journées de formation, des moments où on se retrouve aussi, des fois des journées le week-end. Et à chaque fois qu'on se retrouve, c'est toujours de grands moments. Il se passe toujours quelque chose, c'est toujours intéressant. C'est très bienveillant, on apprend toujours quelque chose. Parce que c'est ça qui me porte aussi, moi, c'est d'apprendre et de transmettre. Donc, et ces réunions ont toujours je fais partie d'autres associations professionnelles, l'APM, je fais partie de la French Tech sur Avignon. Enfin, mais les femmes chefs d'entreprise, c'est différent. Et la portée du mouvement national, c'est quelque chose. National et international, hein, puisque l'association est présente sur les 5 continents. Donc, il y a une force qui est différente. Oui. Vous êtes plus attaché à cette forme d'association, cette valeur? Qu'aux autres, non, c'est différent. C'est pas le même apport. C'est pas le même apport. Alors, ça représente quoi exactement, l'association des femmes chefs d'entreprise? Globalement, est-ce que ça a une force particulière ou... Ça redonne de l'énergie à chaque fois, ça c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est de voir évoluer les filles et puis de se voir évoluer soi aussi par rapport aux autres. Est-ce que ça aide? Est-ce que c'est aussi une force d'être reconnu chef d'entreprise? Ou c'est plus une valeur d'équilibre et de solidarité? Comment on peut le concevoir? Non, j'aime bien l'idée de valeur de solidarité. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de ça. Quand on n'hésite pas, quand on peut avoir des difficultés, que ce soit professionnelles ou privées, familiales. Moi, je trouve que dans l'association, on trouve un soutien. Et ça donne de la force, effectivement, puisque l'origine du mouvement, l'origine de l'association 70 ans, c'était vraiment de positionner les femmes dans les instances économiques. Donc on a des élus à la CCI, bien entendu, mais aussi au tribunal de commerce, tribunal de prud'homme, dans différents organismes. Et c'est important d'être présente à ces endroits-là. Il y a des actions concrètes qui sont réalisées par cette association-là en cas on va dire, de dysfonctionnement, de soucis particuliers au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des actions? De l'association? Oui, non, parce que non, il y a pas. Non, parce que vous parlez de prud'homme, vous parlez de... Ah non, pas du tout. Mais c'est juste qu'il y a des femmes chefs d'entreprise qui siègent dans ces instances-là. D'accord. C'est des élus. Donc c'est important que la femme soit présente. Et il n'y a pas que des femmes chefs d'entreprise, hein, mais oui. D'autres femmes sont présentes aussi dans les instances. Mais là, ça permet d'avoir un réseau qui est quand même structuré derrière. Enfin voilà, il y a des choses. On amène des valeurs, effectivement, de solidarité, de partage, de bienveillance, ce qui n'est pas le propre de tout le monde. Alors, quelle est votre réflexion, justement, le fait qu'il y ait cette association-là, l'association de femmes chefs d'entreprise? On en entend parler, par contre, on n'entend pas parler d'association hommes chefs d'entreprise. Est-ce que ça vous amène à réfléchir? Non, ils peuvent faire des associations aussi. Oui, mais on n'entend pas parler. Alors pourquoi il y a eu... C'était en 1945, je crois qu'elle a été créée par une femme qui justement avait du mal à faire reconnaître la valeur de son être de chef d'entreprise justement à la société. Donc voilà, c'était aussi un besoin quelque part de reconnaissance, un mouvement. De porter la parole, oui, je pense, de se regrouper. Hein, la devise de l'association, c'est « Seul on est invisible, ensemble on est invincible ». Donc effectivement, l'effet de groupe, il n'y a pas que les groupes de femmes, hein, mais l'effet de groupe fait qu'on se sent plus fort quand même. Et que ça permet de porter les gens dans les femmes, parmi les femmes qui font partie de l'association, c'est vrai qu'il y a
tout jeunes chefs d'entreprise qui ont en phase de création, enfin, qui ont 1 ou 2 ans de boîte derrière elles. Et c'est vrai que je pense que le réseau porte aussi. Oui. Parce que pour des petites questions pratiques, techniques, puis le fait de se regrouper, de parler d'histoire de chefs d'entreprise. On y trouve ces jeunes femmes, ces jeunes chefs d'entreprise? Oui, il y en a des moins jeunes. Hein. Non, mais vous parlez des jeunes chefs d'entreprise qui on peut créer une entreprise même assez tard. Hein. C'est pas, Oui, c'était pas le but de la question. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ça apporte un véritable soutien aussi pour ces jeunes créatrices. Oui, moi je pense. Enfin, après, il faudrait leur poser la question, mais en direct. Ouais. Mais oui, c'est le retour que j'en ai. Cette perpétuité, cette pérennisation justement de cette association, c'est important justement de la prolonger, de la pérenniser. Est-ce que c'est aussi un besoin aussi? Je crois, sur le poste, si on parle du poste de présidente, et par rapport à ça, ce prolongement, oui. Enfin, moi, c'est quelque par chose... rapport à votre regard Oui, en moi, tant c'est que quelque chose qui est présidence. important pour moi. Oui. C'est-à-dire que, et je pense que ça fait partie de mon métier aussi, hein, parce que quand on développe du matériel pédagogique, il y a cette idée de transmission, automatiquement. Enfin, sinon, si on ne veut pas transmettre, on fait autre chose, quand même. Mais, et donc, c'est effrayé, c'est pareil dans le mouvement des femmes chefs d'entreprise, et c'est pareil dans la French Tech. Enfin, l'idée, c'est de partager et d'aider d'autres. Enfin, moi, ça me porte. C'est vrai. Et c'est pareil dans l'entreprise, d'ailleurs. L'idée, pour moi, c'est de faire progresser les gens. Enfin, parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Oui. Oui. D'élever. Oui. C'est d'élever, c'est-à-dire d'arriver à trouver chez la personne qu'on a en face de soi le point fort et de travailler sur ce point fort pour rendre encore plus fort, voyez, et donc permettre à la personne d'aller plus loin, de se découvrir. Quel est votre point fort, Clémence? Le dynamisme, peut-être, oui. Voilà, c'est un de mes points forts. Ouais. C'est votre énergie. C'est ce que vous préférez chez une personne? Pas spécialement, ça dépend. Des fois, j'aime bien le calme aussi que certaines personnes peuvent apporter. Quelles seraient les qualités que vous apprécierez chez une femme, par exemple? Je ne sais pas. Non, ça dépend. Ça dépend du moment, ça dépend... Enfin, je ne sais pas comment on dit ça. Ouais, ça dépend des situations. Et chez l'humain, c'est pareil? Ça dépend aussi des situations? Ou est-ce que, quand même, il y a une qualité qui prédomine et que vous souhaitez respecter, qui fait partie de vos valeurs humaines? Je réfléchis, hein, c'est pour ça que j'ai l'air concentrée. Là. Je vous en prie. C'est parce que c'est vaste le genre humain quand même. Oui. Hein. Donc, là, on aborde un sujet quand même... J'avais pas pensé à préparer ça avant. Mais il fallait pas le préparer. Je plaisante. Donc, qu'est-ce que... Je sais pas, moi. J'aime pas l'égoïsme, mais bon, après, j'ai un peu de mal. Quoi. Je peux vous dire ce que je n'aime pas. Bien sûr. L'égoïsme, le racisme, voilà. C'est des gens qui... J'aime pas quand on est trop fermé, quand on n'est pas ouvert aux autres. Je trouve que c'est très, très dommage. C'est-à-dire qu'on se coupe quand même de beaucoup, beaucoup de joie, d'échange. En même temps, ça se comprend tout à fait par rapport au rôle que vous avez. Justement, vous parlez d'ouvrir. La pédagogie, c'est ouvrir l'autre. L'éducation, c'est ouvrir vers l'autre. Donc c'est vrai que c'est tout à fait très logique de ce que vous pouvez dire, de ce que vous n'aimez pas. Quelle est la femme dans l'histoire qui vous a le plus marqué? Quelle est la femme
là, le premier nom qui me vient, c'est Simone Weil, Ouais. par son histoire. Et là encore, enfin, là, quand on parle de dynamisme et de force, je pense que c'est quelqu'un de très puissant. De très puissant et qui j'imagine, parce que je la connais pas personnellement, mais pour arriver à remonter après un début d'histoire aussi terrible et de poursuivre un chemin en partageant avec les autres et bon, elle, pour le coup, elle s'est battue pour la femme. Enfin, je pense qu'elle a un parcours vraiment exemplaire. Oui. Voilà, donc s'il y a un nom, c'est celui-là pour l'instant. Dans la réalité et dans l'irréel, dans le mythique, on va dire, dans la mythologie, est-ce qu'il y a une héroïne qui vous séduit plus que d'autres, par exemple? Là, ce qui me vient, mais vraiment tout de suite, c'est Athéna. Mais je ne connais pas toute l'histoire d'Athéna, donc il faudrait que je me replonge dans la mythologie, mais c'est l'image qui me vient là. Pourquoi? Là, justement, c'est pour ça qu'il faudrait que je me replonge dans la mythologie. Ouais. Je trouve que c'est encore l'énergie. Hein. Mais, vous travaillez donc justement, pardon si je me répète, mais dans la pédagogie, donc ce sont des ouvrages très colorés. Est-ce qu'il y a une couleur est-ce qu'il y a une couleur dominante sur... Oui, mais que vous préférez. Quelle est la couleur que vous préférez, par exemple, et que vous avez peut-être pu reporter sur le logo, par exemple, c'est le rose. Hein. C'est le rose. Le rose pour les filles, on dit. Non, mais c'est une couleur lumineuse. Et, après, sur les produits en eux-mêmes, non. Après, ça, voilà. On travaille avec de nombreux illustrateurs, souvent des illustratrices d'ailleurs, pour les produits de l'école maternelle, jusqu'au CP. Et non, là, tout dépend du sujet, on adapte en fait l'illustrateur à la thématique qu'on aborde. Mais celle que vous préférez, c'est le rose? Ben voilà, j'aime bien. Pour Jocatop? Oui, pour Jocatop, pour moi aussi. Ben, aujourd'hui, j'en ai pas trop de rose. Mais... Si, il est rigolo. Oui, un petit peu de rose. Jocatop, c'est un nom comme ça qui est venu comment? En fait, le nom, quand mon père a racheté en 96, il a racheté une entité qui s'appelait Jocatop, qui distribuait des fichiers particuliers, une collection qui s'appelait Seditop. Et quand il a racheté, il a ajouté édition à côté, voilà, édition Jocatop. Quelles sont vos passions? Mes passions? Oui. En dehors quand vous ne travaillez pas? Quand je ne travaille pas, je fais des choses. Enfin, genre le kayak. Moi, je fais beaucoup de kayak. Voilà, un petit peu moins que ce que je voudrais, mais enfin, j'en fais. Voilà, kayak de rivière, kayak de mer, surtout maintenant. Et là, je commence à apprendre à jouer du piano. Wow. Enfin, je suis vraiment au tout début, là. Première partition. La base. La base. Première gamme, là. C'est tout neuf. C'est un scoop, là. Vous êtes les premiers à l'apprendre. Futur artiste. Non, peut-être pas, mais... Pourquoi le piano? Qu'est-ce qui vous plaît? Parce que mon ami joue du piano et qu'il y a un piano à la maison. Donc oui. Voilà. J'avais commencé il y a quelques années à jouer de l'accordéon. Mais là, j'étais en immeuble et... un petit peu compliqué pour... mes voisins étaient contents. Le voisinage, oui. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Donc, ils savaient quand je répétais, quand je m'entraînais. Et voilà, donc c'était pas confortable pour apprendre à jouer, en fait. Voilà. Enfin, c'est pas une passion non plus, le piano. C'est juste, ça m'amuse d'apprendre. J'aime bien jouer, moi. Je suis assez joueuse. Donc, voilà. On a le temps d'avoir des passions, justement, quand on est moi, vous voyez, parce que du coup, je cherche du passion, donc je fais du kayak. Mais c'est vrai que j'ai un peu limité aussi les passions parce que je travaille beaucoup. Donc c'est sûr qu'après, on a un peu moins de temps. Hein. Après, le travail est aussi une passion. Enfin, moi, je m'éclate. Hein, donc, Merci, Clémence. Merci à vous. Merci.